Alors, en guise d'introduction, je vais brièvement vous présenter l'association Bénévolat Vaud. C'est une association qui est née en décembre 2010 de la fusion de deux autres associations, AVEC et ASBV. Bénévolat Vaud a pour mission trois choses: la promotion du bénévolat, de la vie associative et de l'entraide autogérée. Donc ces trois thèmes nous donnent trois secteurs différents. Au niveau du financement, notre association a un partenariat depuis l'année 2000 avec la Fondation Info Entraide Suisse, qui reçoit elle-même de l'argent de l'OFAS, l'Office fédéral des assurances sociales. Et elle nous redistribue une partie de cette subvention. Mais ça ne fait qu'un petit bout du budget du secteur entraide. Le principal financement vient du canton de Vaud, du département de l'action sociale, de la santé et de l'action sociale, pardon. Notre secteur entraide a une particularité, c'est qu'il a un nom, il s'appelle Info Entraide Vaud, et il a aussi un logo. Ça s'explique du fait qu'en Suisse, il existe 20 centres de promotion pour l'entraide autogérée et 4 en Suisse romande qui, depuis 2010, partagent le même nom et le même logo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il n'y a pas de centre dans les cantons de Fribourg, de Genève et du Valais. Et la Fondation Info Entraide Suisse mandate Bénévolat Vaud, Info Entraide Vaud pour s'occuper de la promotion dans ces cantons-là. Donc voilà, maintenant que je vous ai un peu expliqué le contexte, on va pouvoir voir exactement ce qu'est un groupe d'entraide autogérée. Donc la définition de l'entraide autogérée, c'est un petit groupe de personnes qui sont toutes concernées par une même situation et qui se réunissent pour parler de ce qu'elles vivent. Cette problématique ou cette thématique, elle peut être liée aussi bien à la santé que pour toutes les questions sociales. Par exemple, ça peut être une maladie physique ou chronique. Ça peut être aussi une maladie psychique. Mais il y a aussi toutes les questions de dépendance, les questions d'handicap. Et toutes les questions de société, c'est-à-dire les thématiques liées au genre, à l'orientation sexuelle, les groupes de deuil, etc., etc. Donc le but de ces groupes d'entraide, c'est que les gens qui sont concernés par une situation se réunissent et parlent de leur vécu. Le but, c'est d'apprendre les uns des autres en échangeant les expériences. Du fait qu'ils ont des vécus similaires, même s'ils ne vivent pas les choses de la même manière, ça développe tout de suite un sentiment de solidarité entre les personnes. On se sent moins seul face à son problème parce qu'il y a d'autres gens qui ont la même chose. Il n'y a pas de professionnels qui animent les groupes d'entraide autogérés. Ils sont uniquement constitués de personnes toutes concernées par la même thématique. Il peut y avoir des groupes pour les personnes concernées, donc directement concernées. Il peut y avoir des groupes pour les proches ou les proches aidants. Et il y a aussi des groupes qui sont mixtes. Et puis ce soir, on aura 2 exemples différents avec les témoignages qui suivront. Ici, vous avez un peu les caractéristiques des groupes d'entraide autogérés. Ce qui est important, je pense, c'est de savoir que la participation à un groupe d'entraide est gratuite. Donc tout le monde peut en bénéficier en principe. Quand on est touché par une difficulté, on a tendance à se replier sur soi, à être complètement isolé. Mais de participer à un groupe d'entraide, ça permet de développer ou de renforcer des compétences, tant des compétences sociales, par exemple améliorer sa façon de parler, savoir parler de soi, de ce qu'on vit, mais aussi des compétences, je dirais, plus pratiques, étant donné que ce groupe, il est autogéré, donc il y a un certain partage des tâches liées au bon fonctionnement du groupe qui se fait.
Ça peut être par exemple une personne qui va prendre en charge la location d'une salle ou simplement arriver un petit peu en avance pour ouvrir la porte et accueillir les autres participants. Donc tout ça, ça fait que la personne a un rôle à jouer au sein du groupe. Elle est attendue et elle existe au sein de ce groupe. Participer à un groupe d'entraide permet aussi d'alléger la situation de la personne et de ses proches. Elle renforce l'estime de soi parce que c'est valorisant, non seulement de parler de ce qu'on vit, mais en plus d'être écouté, d'être entendu. Et puis les personnes deviennent donc actrices de leur propre vie, elles ne restent pas passives par rapport à leur situation, elles se mobilisent. Ça améliore par exemple la capacité à chercher de l'aide extérieure ou à expliquer à son médecin quels sont ses besoins. Le fait de participer à un groupe d'entraide autogéré implique qu'il faut être bien conscient quand même de certaines choses. Un groupe d'entraide n'est pas un lieu dont on fait une thérapie. Même si on voit que fréquenter un groupe d'entraide permet d'aller mieux, ça reste une offre complémentaire à une thérapie individuelle, par exemple, avec un psychologue ou un travailleur social ou un autre professionnel. Ou alors une thérapie de groupe, voilà, avec là aussi un professionnel qui guide ce groupe-là, qui l'anime. C'est donc du soutien avant tout. Et puis c'est important que les personnes qui entrent dans un groupe d'entraide comprennent que ça représente un certain engagement, qu'il faut déjà avoir un petit peu fait du chemin par rapport à son histoire. Et puis il faut être prêt à parler de soi et à écouter aussi le vécu des autres. Parce que c'est vraiment un échange où on donne et on reçoit. Comment ça se fait qu'il existe des groupes d'entraide autogérés ? Ça a commencé dans les années 40 aux États-Unis, où un monsieur qui était alcoolique n'a pas trouvé de soutien adéquat auprès des professionnels. Il a été un peu déçu par ce qu'on lui proposait comme traitement. Et il a décidé de rencontrer des gens qui, comme lui, avaient un problème avec l'alcool. Et ensemble, ils ont formé un groupe. Et ce type de soutien-là lui a permis d'aller de l'avant par rapport à sa situation, par rapport à sa dépendance à l'alcool. Le phénomène a pris de l'ampleur. Il y a eu de plus en plus de groupes pour les alcooliques, donc les alcooliques anonymes, c'est le nom du groupe qu'il a donné, mais aussi dans d'autres thématiques. Et ça s'est commencé à se développer gentiment, mais sûrement, aux États-Unis et puis ailleurs. Il y a eu une autre phase qui a donné un grand boom comme ça dans l'expansion des groupes d'entraide. Ça a été au niveau des années 60, quand on a commencé à se poser des questions sur le pouvoir des médecins, à dire que les patients ont aussi des droits, les patients connaissent la maladie parce qu'ils la vivent au quotidien et que ce sont eux qui sont les experts par expérience. On appelait à ce moment-là pas mal les groupes de self-help. Les proches aussi, à ce moment-là, ont commencé à être entendus, reconnus. On se rendait compte que la médecine ne peut pas tout. Et puis, au niveau des années 80, quand le virus du sida est arrivé, ça a fait de nouveau un effet boule de neige, où tout d'un coup on se rend compte qu'il n'y a pas de solution immédiate, on a un problème sanitaire qui est là, et puis la réponse elle est plutôt dans tout ce qui est alternatif, à savoir les associations, les groupes d'entraide pour les patients, pour les proches, où on peut parler de ce qui se passe. Donc ce phénomène-là a pris de l'ampleur vraiment
petit à petit, avec ces deux grands booms dans les années 60, dans les années 80. Et ça s'est vraiment étendu dans tout le monde entier, y compris en Europe, à tel point que l'OMS, en 1982, s'est penchée sur la question. Et elle a édité une recommandation que voici, et qui préconise la fondation, la création de centres de référence pour les groupes d'entraide. Donc c'est sur cette impulsion-là que la fondation Enfants Entraide Suisse, qui s'appelait Koch à l'époque, a été créée. Et cette création-là a permis que les groupes ont pu recevoir du soutien. Si on veut revenir un petit peu dans le canton de Vaud, c'est aussi en 2000 que l'association AVEC, qui s'appelait AVEC à l'époque, s'est mise à recenser les groupes d'entraide autogérés et à travailler sur ces questions pour promouvoir et aider les groupes. Donc, suite à ces recommandations, les centres ont été créés et voici donc les prestations de notre centre. Elles se catégorisent en 4 grandes prestations. Tout d'abord, tout ce qui touche à l'information. L'entraide autogérée, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait connu ou acquis. Donc, on va faire tout un travail d'informer le grand public et de diffuser auprès des professionnels. Ça peut être aussi des gens qui nous téléphonent et qui demandent un groupe, s'il existe un groupe sur telle ou telle thématique. Si ce groupe existe, on va donner les coordonnées et transmettre. Ça peut être aussi des professionnels qui nous sollicitent pour un groupe d'entraide pour l'un de leurs bénéficiaires. On a aussi tout un tas de fiches techniques, de documentation qui sont à disposition des groupes et des personnes qui souhaitent en savoir plus. Une autre catégorie de prestations, c'est tout ce qui a trait aux consultations. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui souhaitent créer un groupe, quand un groupe n'existe pas encore. Et là, on va accompagner la personne pour créer son groupe. Et c'est un accompagnement complet de A à Z, depuis l'information de vraiment est-ce que c'est la bonne formule, est-ce que c'est bien un groupe d'entraide qu'on va créer, jusque le jour J, quand le groupe est créé, se réunit. Et tout ça, ça passe par un lot de petites prestations comme des photocopies, faire un flyer, aider à le diffuser, prêter les salles de bénévoles à Vaud pour les groupes d'entraide. Les consultations, elles concernent aussi les groupes d'entraide qui existent déjà. Une fois qu'un groupe est mis sur pied, il y a peut-être à un moment donné besoin de repositionner le groupe, peut-être des petits problèmes au sein du groupe auxquels il faut régler, un groupe qui va arrêter mais qui ne sait pas comment faire, etc., etc. Donc là, nous, on est là pour tout le temps les soutenir, quelle que soit la phase qu'ils traversent. On offre aussi des formations pour les groupes d'entraide autogérés. Ça, c'est important que les personnes qui fassent partie d'un groupe puissent développer des compétences ou en acquérir de nouvelles pour savoir comment bien animer le groupe, comment faire pour répondre à tous les soucis qui peuvent survenir dans la vie du groupe. Et le dernier pan de notre action, c'est les actions de promotion. Ça peut être, comme ce soir, une conférence où on va présenter l'entraide autogérée à un public qui n'est pas forcément acquis à la cause. Ça peut être aussi auprès de professionnels. On peut faire aussi des activités, des événements. Et ça permet aussi aux groupes d'entraide de se rassembler, d'être mis en réseau. L'année prochaine, par exemple, il y aura le 21 mai une grande journée nationale de l'entraide autogérée, qui est aussi un événement qui, on l'espère, pourra faire parler l'entraide autogérée. Dans le canton de Vaud, la Taladie, on a aussi la campagne des proches aidants, qui s'étend maintenant à d'autres cantons et puis qui peut faire partie des offres de soutien aux proches. Voilà, j'ai fait le tour des prestations. Maintenant, pour conclure, je vous fais un petit aperçu de l'ampleur des phénomènes, parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Il y a certes beaucoup plus de groupes et de thématiques différentes en Suisse alémanique, mais ces dernières années, on assiste à une nette progression du nombre de groupes en Suisse romande.
Donc actuellement en Suisse, on a plus de 2000 groupes qui représentent environ 400 thématiques différentes. Et en Suisse romande, on arrive bientôt à 600 groupes, on en a 567 exactement, j'ai encore regardé aujourd'hui. Et il y en a 190 dans le canton de Vaud. Mais une nouvelle étude nationale est en cours. Elle nous permettra d'en savoir un peu plus sur le nombre de groupes d'entraide autogérés, parce que peut-être qu'il y a plein de groupes dont on ne connaît pas l'existence. Et elle permettra aussi de voir comment ces groupes sont fréquentés, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc on en saura plus l'année prochaine. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. On aura bien sûr le temps pour des questions, je reste à disposition. Et puis vous avez nos coordonnées ici, si jamais. Merci Véronique. Est-ce que peut-être pour cette partie-là, vous avez une question que vous aimeriez poser à Véronique? On a de toute façon effectivement l'occasion de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, ou peut-être voilà, de rebondir en tout cas sur ces éléments-là au regard aussi des témoignages de nos deux invités. Mais est-ce qu'à ce stade-là, il y a une question qui vous brûle les lèvres? Vous ne pouvez pas attendre. Oui, madame. Madame, je vais juste je vous redonne le micro, comme ça vous pouvez poser votre question, comme ça tout le monde entend. Ma question c'était si vous avez une liste à Bénévolat Vaud ou Info Entraide, j'ai pas très bien compris la différence, mais enfin, disons que c'est en principe inclusif là. Si vous avez une liste des groupes d'entraide sur votre site, pour le canton de Vaud, éventuellement pour la Suisse romande. Alors oui, alors il existe, enfin c'est pas vraiment une liste, c'est un moteur de recherche qui existe sur le site de la Fondation Info Entraide Suisse, où vous pouvez chercher tous les groupes d'entraide qui existent dans toute la Suisse, et vous pouvez faire le tri par canton ou par thème, vous pouvez insérer un mot-clé, ça facilite la recherche. Ça vous donne l'aperçu du groupe qu'il y a, mais par contre aucune donnée n'est publiée. Donc il faut quand même toujours passer par les centres régionaux pour avoir les contacts. Donc, mais vous pouvez quand même obtenir cette liste-là. D'autres questions? On les garde pour plus tard? Très bien. Alors je vais céder la parole à Angela. Angela, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la genèse du groupe de Lausanne, de l'association Lupus? Alors, avant de vous présenter mon groupe, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un lupus. Le lupus vient du mot loup, comme vous pouvez le voir sur notre tableau. Loup en latin est masque avec un masque d'ailes de papillon. Pourquoi ces deux mots-là? Tout simplement parce que le lupus est caractérisé par des plaques rouges, comme vous voyez, sur le visage, au niveau des joues et du front. Et si vous regardez bien, elle ressemble vraiment bien à un masque du loup ou à des ailes de papillon. Le lupus est une maladie de notre système immunitaire, c'est-à-dire qu'une partie de nos anticorps, au lieu de me défendre, m'attaque. Et elle ne m'attaque pas à une seule place, mais à plusieurs places en même temps. C'est encore une maladie considérée rare et orpheline, d'où l'importance de ce groupe. Je vais vous parler maintenant de notre fonctionnement. Le groupe est ouvert à tous les lupiques, que ce soit enfants, adultes, hommes ou femmes. Nous sommes basés sur l'écoute, la parole et l'échange, tout en respectant la confidentialité. Nous sommes aujourd'hui au nombre de 12 et nous nous rencontrons toutes les 6 semaines, le dimanche après-midi de 14h à 16h dans les bureaux de bénévolat. Le jour a été choisi en fonction des gens qui travaillent ou qui ont des enfants.
car un lupique ne doit pas être stressé. Alors je le vois mal arriver à une rencontre après son travail, à toute vitesse, en disant « oui, j'ai pas trouvé une place de parc ». Et surtout que dans notre groupe, nous avons des gens qui viennent de Genève, de Fribourg et de la Chaux-de-Fonds. Je suis moi-même la créatrice et la représentante de ce groupe. Je commence toujours les séances par donner toutes les informations qu'on m'a transmises ou que je suis et qui sont en ma possession. Et après, je transmets la parole à la personne qui animera le groupe. Dans chaque rencontre, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une qui ressemble aux autres. On peut passer du simple tour de table où chacun donne ce qu'il a envie de parler ou raconte qu'il a subi d'une rencontre à l'autre. Ou alors une du groupe décide de nous faire partager une expérience qu'elle a vécue, soit par un régime alimentaire ou qu'elle a lu un livre ou elle a essayé une médecine alternative. Et elle nous fait partager son expérience par rapport au lupus. Mais il y a aussi des fois où un membre arrive et puis il n'est pas bien, il n'est vraiment pas bien, soit parce qu'il est en pleine crise, soit parce qu'il a des problèmes à la maison ou au travail. Et tout ça ensemble fait qu'il n'arrive plus à sortir la tête du trou, comme on dit. Alors là, on a décidé que dans ces moments-là, nous laissons la personne s'exprimer tout au long de la rencontre. Si nous pouvons l'aider, nous l'aidons. Autrement, nous le soutenons moralement en lui expliquant que nous sommes là pour l'aider et que si elle a vraiment besoin de nous, elle peut nous appeler l'une ou l'autre selon son désir. Quand un nouveau membre veut intégrer le groupe, c'est très facile. En général, il a mes coordonnées, soit mon numéro de téléphone, ou soit mon mail, en allant soit sur l'association Lupus. Là, elle m'appelle, je lui explique le fonctionnement du groupe. Une fois que je vais bien expliquer le fonctionnement du groupe, si elle est d'accord à l'intégrer, le moment venu, je vais la présenter à notre groupe et nous, à tour de rôle, nous allons nous présenter et raconter notre vécu. Si à la fin, elle veut elle aussi nous raconter, elle est libre, elle le fait. Si elle ne veut pas le faire, elle était là juste pour écouter, il n'y a pas de souci. On ne force personne à parler. Au début, notre groupe, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient parce que il y a la gêne, la honte surtout, et il a fallu du temps à certaines personnes pour se dévoiler et parler. Je rappelle que ce groupe-là est un groupe de parole, d'écoute et aussi d'échange. Nous ne sommes pas des médecins. Je spécifie bien ça parce que souvent des gens intègrent le groupe en croyant qu'on va leur donner le miracle. Puis dès qu'ils sont sortis du groupe, ils vont être guéris. On n'est pas des médecins. On est juste là pour aider et puis de s'entraider surtout et pour que la personne se sente bien en sortant. Mais on ne donne pas de médicaments et la personne, si elle veut des références, on lui les donne, mais c'est à elle de faire les démarches par rapport à son médecin. Parce que dans ces groupes autogérés, je pense que Véronique est d'accord avec moi, les gens croient qu'on est là pour les guérir, mais ce n'est pas du tout ça. Ou c'est une autre forme de guérison. C'est une autre voie. Voilà, on les guérit pas, on les soulage de douleurs qu'un médecin ne peut pas faire ou n'a pas le temps de le faire. C'est surtout ça. Comment m'est venue l'idée de créer ce groupe ? Tout simplement, moi j'ai eu la chance pendant ma convalescence d'avoir une amie qui était atteinte du cancer. Malheureusement, actuellement, elle est décédée. Elle n'existe plus. Avec cette personne, on se rencontrait très régulièrement. On allait boire des cafés ensemble, il y avait beaucoup d'échanges. On était arrivé à un stade où l'amitié était tellement profonde qu'on n'avait même plus besoin de se parler. Quand une se sentait mal, un petit clin d'œil, on disait « oui, je t'ai compris, je sais que tu ne vas pas bien aujourd'hui ». C'est des échanges magnifiques et très émouvants. Quand elle est partie, malheureusement, elle m'a laissé un grand vide dedans de moi. Et là, j'ai commencé à me dire « mais il me manque ça, il me manque ce moment de partage ». Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai rien trouvé, rien. En Suisse romande, on est un peu lent et il y a peu de choses qui sont créées. En Suisse allemande, vous avez tout ce que vous voulez, mais en Suisse romande, pas grand-chose. Donc, j'ai téléphoné à l'association suisse de lupus
j'ai eu le président en ligne qui m'a expliqué que oui, exactement, beaucoup de choses se sont créées en Suisse allemande, mais pas en Suisse romande. Il m'a alors passé sa femme, Madame Hagen, qui, elle, s'occupait du groupe roman en gros, parce qu'elle ne se déplaçait pas, elle est en Suisse allemande. Elle aidait les gens par téléphone ou par mail. Et je lui ai proposé de monter un groupe sur Lausanne ou dans les environs de Lausanne. Alors, justement, je tombais du ciel parce que c'est ce qu'il voulait faire déjà depuis longtemps. Là-dessus, elle m'aiguille sur l'association Bénévolat, elle me dit, tu verras, c'est sympa, ils vont t'aider à monter, ils vont t'expliquer en quoi ça consiste. Je contacte Bénévolat et à ce moment-là, on prend rendez-vous, Monsieur Hagen, Madame Hagen et moi-même, pour aller proposer notre projet. Arrivé à la rencontre, on propose notre projet et là, eux, de leur côté, nous expliquent comment ça fonctionne. Parce que nous, on arrive, on s'imagine plein de choses, mais on ne monte pas un groupe autogéré du jour au lendemain. Donc, ils nous expliquent le fonctionnement et les démarches qu'il faut faire pour la créer. On discute, et puis là, on dit d'accord, alors on est prêt pour monter cette association. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la première chose qu'on a fait, on a fixé une date pour avoir une séance d'information avec tous les membres du groupe. Sur ça, nous leur avons écrit et nous leur avons proposé notre projet avec la date qui était fixée et à un endroit bien précis. Et à ce moment-là, les gens pouvaient répondre s'ils étaient d'accord ou pas d'accord, parce qu'on n'allait pas se déplacer pour une personne. Angela, juste, vous aviez déjà des personnes qui étaient intéressées par le groupe, avant même que vous le constituiez? Alors, après la lettre qu'on a envoyée, oui, il y avait des personnes qui étaient intéressées. Ouais. Le jour venu, on a eu 100 personnes. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà 100 personnes qui se sont déplacées. Avec ces 100 personnes, on a décidé de monter le groupe avec les personnes de bénévolat. Nous avons commencé à monter le cadre, c'est-à-dire la date, les heures, où on se voit, et puis tout ce qui s'ensuit. Sur cela, on a aussi délégué des tâches, parce qu'on ne peut pas monter un groupe si on ne définit pas bien les tâches sur chacun. Alors, on a décidé de se voir, comme j'avais dit, toutes les 6 semaines, et à des dates précises. Nos dates figurent sur le site pour que les gens qui veulent intégrer le groupe puissent l'intégrer. Et puis, j'étais là. Alors, après notre séance a commencé, tout a été mis en marche pour ces séances. Et là, je me suis rendu compte que au tout début de la première rencontre, il y avait vraiment un besoin et une demande. Ces gens attendaient qu'on ouvre ce groupe. C'est pour ça qu'il a marché tout de suite. En fait. Angela, vous seriez d'accord de garder ça pour la suite? Parce qu'on va justement discuter tout à l'heure, justement, éventuellement des points forts et des points plus compliqués du fonctionnement du groupe. Comme ça, on pourra aussi un petit peu échanger là-dessus. Et puis comme ça, je peux céder la parole aussi à Anne, qui va pouvoir nous présenter le groupe de l'association Lilo. Puis après, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail, vraiment dans le cœur vraiment du fonctionnement du groupe. Mais je vous remercie beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Alors, l'aventure de Lilo est un peu plus longue que celle de l'association Lupus. Je suis désolée, j'ai la voix qui file un peu parce que j'ai un peu la crève. J'ai donné des cours cet après-midi. Alors, j'espère que vous me comprenez, sinon vous vous manifestez. Et voilà, Lilo est né de la volonté d'une poignée de proches qui se sont retrouvés à la fin d'un programme qui se tient à Lausanne dans le cadre du département de psychiatrie du CHUV pour les proches de personnes souffrant de schizophrénie. Ce programme s'appelle ProFamille et c'est un programme de psychoéducation qui permet aux proches de mieux accompagner une personne qui est malade. À la fin du groupe, il y a pas mal de personnes qui trouvaient très dommage en fait d'être arrivés au bout et de ne plus se revoir. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille parce que c'est une demande que j'avais souvent entendue de la part des proches, soit en allant à l'hôpital rendre visite à mon fils, soit au cours de conversations au hasard des rencontres, que les proches se sentaient extrêmement seuls.
Alors moi, c'était pour moi une découverte, ce que les gens vivaient, parce que la particularité dans la maladie de mon fils, c'est que quelques mois après sa première hospitalisation, il a décidé d'arrêter de parler et il est resté mutique pendant 11 ans. Mais au début, quand j'allais à l'hôpital, les gens trouvaient quand même assez curieux de venir voir quelqu'un qui ne parlait pas, qui disait rien et qui semblait m'ignorer. Et les gens commençaient à me parler et ils me racontaient en fait ce qu'ils vivaient. Le fait d'avoir été justement à ce groupe Pro-Famille et d'entendre d'autres proches qui regrettaient de ne plus avoir de rencontres m'a invité à poser la question aux soignants pour savoir si dans des programmes Pro-Famille précédents, il y en avait eu un ou deux parce que c'était encore le début de ce programme, s'il y avait eu d'autres proches qui avaient eu le même genre de réflexion. Et c'était vrai. C'était ce que je vous raconte dans les années 2000. Et il y avait déjà eu une expérience intéressante en 96 où il y avait eu le premier groupe Pro-Famille. Entre 96 et 97, il y avait eu 2 groupes. Et les gens avaient exprimé le souhait de continuer de se revoir. Et les soignants s'étaient dit, eh bien, on va former un groupe de proches. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce groupe de proches qui était censé démarrer avec l'aide des soignants n'a jamais pris. Il y a eu 1 fois, 2 fois des rencontres, mais en fait, c'était sans suite. Il manquait probablement une petite flamme, il manquait quelque chose. Et ce qui est vraiment, je trouve, qui a été un encouragement extraordinaire, c'est que quand on a décidé, nous, une poignée de proches, on était 10-12, de créer quelque chose. On s'est réunis pendant 1 année, on a choisi le nom de façon très démocratique. Enfin, ça a été toute une série de réunions 1 fois par mois pendant 1 année pour arriver à la création de l'association. Quand l'association a été créée, elle a démarré tout de suite. Et à la création, la petite poignée que nous étions au départ avait déjà réussi à contaminer d'autres personnes, puisque le jour de la constitution de l'association, on était déjà 25. Donc on voit qu'en 1 année, on avait doublé le nombre. Alors on n'était pas peu fiers. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'un proche qui parle à un proche se sent très vite très proche. C'est-à-dire qu'on n'a souvent pas besoin de s'expliquer sur les situations. Il y a des choses qui se comprennent à demi-mot. Et c'est extrêmement accueillant comme situation et extrêmement sécurisant. Donc, notre association a démarré en octobre 2003. Et très vite est arrivé un grand défi, puisque en mars de l'année suivante, il y a une idée qui est partie de Rouffach, d'un médecin qui est psychiatre à Rouffach, de créer la journée de la schizophrénie. Donc sur le panneau qui est là où vous voyez l'îlot, tout à alors moi je suis toujours très mal latéralisée, tout à gauche, vous avez une silhouette verte qui est devenue le symbole de la schizophrénie. Et l'îlot n'est pas peu fier d'avoir été à l'origine de cette silhouette qui est devenue en mars le symbole des journées de la schizophrénie pour tous les pays de la francophonie. Donc le petit îlot, et pourquoi s'appelle-t-il l'îlot et ce nom a été choisi? Parce qu'on s'est dit, on va créer quelque chose dans le secteur centre qui est vraiment marqué et imprégné de la psychiatrie communautaire, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment... c'était une convergence d'état d'esprit et d'envie qui était vraiment une chose extraordinaire. Parce que les soignants et les professionnels avaient envie de faire quelque chose avec les proches, et les proches avaient envie de faire quelque chose avec les professionnels et les soignants. Donc ça a été aussi un ferment et une chance inouïe pour démarrer. Donc pour la complémentarité de ce que nous avions envie de faire, c'était le moment extrêmement favorable. Parce que l'îlot avait dans l'idée non pas d'être une association de proches revendicatifs et militants, mais d'être une association qui œuvrait pour le bien-être des proches et pour créer des passerelles entre les professionnels et les proches.
Donc, il y a eu le GRAP qui a fait énormément de choses pour les patients pendant longtemps, qui va fêter ses 30 ans en 2017, qui est une association qui a aussi beaucoup entouré les proches. Moi-même, j'en fais partie depuis très longtemps. Mais il y a un certain nombre de personnes à l'intérieur du GRAP qui n'ont pas toujours envie de rencontrer des personnes malades. Et l'ILO leur donnait l'occasion de venir épancher leurs sentiments, leur solitude, leur épuisement, sans avoir l'impression qu'il y aurait éventuellement un jugement ou qu'il y aurait une personne qui pouvait être touchée et lésée par le fait qu'ils disent « j'en ai vraiment marre, mais j'en ai plus qu'assez ». Parce que ça, c'est une notion qui est très, très importante, c'est que le proche puisse vraiment dire le fond de sa pensée. C'est absolument épuisant si vous êtes seul à faire face à une situation au long cours. Et nous avons décidé que les réunions de partage auraient lieu une fois par mois, que nous organiserions aussi des conférences, parce que c'est vraiment très difficile d'être au courant du réseau qu'il existe par rapport à la psychiatrie. Et puis surtout, on a vraiment réussi à créer, avec les professionnels du département de psychiatrie du CHUV, ce que vous voyez au bas du poster, c'est le triangle. Alors le triangle, c'est un nom pas très original qui est né vraiment des circonstances. Puis on s'est dit qu'après tout, on n'avait pas à se creuser la tête plus longtemps. On avait déjà trouvé l'îlot, on trouvait que c'était pas mal. Et avec l'idée qu'on pouvait créer un archipel, ce qui est en train de se faire, puisque tous les secteurs du canton de Vaud maintenant sont reliés par le triangle précisément. Et le triangle, ce sont des soirées qui s'organisent autour d'un thème choisi en commun par des professionnels, des patients et des proches pour discuter, non pas en tant que justement professionnels, pour les professionnels, ils ne se mettent pas du tout dans leur rôle et dans leur éventuel pouvoir, mais chacun vient parler en tant que lui, en tant qu'être humain. Et ça donne des rencontres assez extraordinaires qui sont toujours des découvertes, parce que les gens apprennent en fait à se parler et à comprendre ce que l'autre est dans ce circuit complexe de la psychiatrie.